le grand jeu, c'est quand même de réussir à placer les bonnes personnes aux bons endroits. C'est marrant parce que des fois, les gens veulent faire certaines choses, mais c'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus. Donc c'est à toi d'aller chercher, comprendre ce qui les anime vraiment, là où il y a quelque chose qu'ils adorent faire. Quand tu parles de quelque chose, tu vois à quel moment ça fait tilt, tu vois à quel moment la personne s'allume. Salut Frédéric. Salut Alexis. Ravi de t'avoir sur ce podcast, pour cette première. Ravi également. J'adore les premières. On va parler pas mal d'entrepreneuriat à impact. Et alors le petit principe, ce sont des enveloppes. Ça va tomber sur un lieu et on va dérouler et avoir une discussion. Alors, 23 rue Clovis. Ah bah oui, ça c'est le lycée Henri IV, ça. Ça c'est une partie de mes études. C'est parti. Donc on remonte dans le temps un petit peu. Donc là, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. J'étais déjà à Paris l'année d'avant, parce que j'étais venu de Vendée pour aller d'abord à un lycée qui était dans le 8e arrondissement qui s'appelle le lycée Racine, où je faisais de la musique. Suite de ça, je suis rentré à Henri IV pour faire cette fois-ci des classes préparatoires. Et donc ta passion de départ, c'était la musique? Toujours. T'aurais aimé faire une carrière là-dedans, en vrai? Oui, je pense, oui. On peut pas tout faire. Et c'est vrai que je me suis dit, quand j'avais plutôt 18 ans, 19 ans, si je veux faire de la musique, je pourrais toujours en faire plus tard. Si je veux faire des sciences, il faut que je le fasse maintenant. Alors tu joues le piano et le violon, t'as les deux. Violon, ouais. Je voulais aussi te présenter un peu l'équipe. Donc t'as Paul qui conduit notre véhicule, qui est mon complice chez Newton Studio et My Jiminy. Et en plus c'est un passionné de musique, prof de violon. Et il a la fibre créative. Et nous, notre sport, c'est de faire éclore les talents. Et puis François qui nous couvre pour cette réalisation. Bonjour François. On le salue. Ma chambre, elle donnait sur la rue, elle donnait là. Ouais. Ça, c'est l'internat d'Henri IV. Je suis retourné à Henri IV déjà il y a presque une dizaine d'années, faire une conférence là-bas pour justement les étudiants qui étaient comme moi en lycée ou prépa. Ouais. Et puis je leur ai parlé de Blablacar. Donc toi, tu es un passionné de sciences? Ouais, j'ai toujours aimé les expériences, les trucs à construire. Jouer avec les moteurs, j'ai joué avec les vélos. Voilà, je démontais à peu près tout. Ouais, j'aimais bien apprendre, je crois, tout court. J'aimais bien être premier aussi. Quand tu as bien compris tout ce qu'on t'a expliqué à l'école, tu peux bien comprendre plein d'autres choses aussi. Après, tu te dis, je suis capable de comprendre des choses, je suis capable de comprendre des trucs même complexes. Et donc, ça te donne une forme de confiance pour aller aborder des sujets encore plus complexes. Là, tu as 18, 20 ans et tout ça. Tu te dis, peut-être un jour, je créerai une entreprise ou c'est pas encore là? Non. Je sais pas du tout ce que je ferai. Donc tu te laisses aller sur les études plutôt, voilà. Oui, voilà, en me disant aussi que les études scientifiques, quelque part, mènent à tout. Ah voilà, rue Clovis, on arrive dans ta rue là. C'était l'entrée par laquelle je passais. J'ai plus de souvenirs des copains que je m'y suis fait, que j'ai toujours d'ailleurs. Et donc ça amène peut-être à la deuxième enveloppe. On avance dans ta vie, Fred. 45 rue d'Ulm, voilà. Donc ça c'est l'école normale supérieure. Je me souviens quand j'ai été admis, j'hésitais un petit peu entre les écoles et je me souviens de ma mère qui me dit non Frédéric, quand on a normal sup, on y va. Ah bah oui. Et donc là, quand tu arrives à une, donc tu avais une majeure de quel style de matière? Physique. J'adore la physique parce que c'est ce qui nous relie au réel. D'ailleurs, je me souviens une fois, j'ai rencontré Cédric Villani, le mathématicien, et je lui dis mais Cédric, c'est quoi pour toi la physique? Il me dit la physique c'est une branche des maths. Je dis, ouais, mais c'est la branche qui touche le sol quand même, ça nous ramène au réel. Il me dit, tu as raison, c'est le tronc. Et c'est un petit peu ça pour moi la physique. Pourquoi le ciel est bleu par exemple? Parce que c'est une loi d'absorption de Rayleigh en oméga 4. Pourquoi est-ce que la chlorophylle c'est vert? Pourquoi est-ce que les vagues deviennent plus grosses quand tu te rapproches du rivage? Pourquoi tout en fait? Toutes les questions qu'on se pose quand on est enfant trouve une forme de réponse grâce à la physique. Là, tu as à peu près une vingtaine d'années à ce moment-là. Alors après, je suis parti aux États-Unis faire de l'informatique. Donc c'est là où vraiment j'ai Stanford, transitionné. Tu as encore attaqué une école pas mal. Hein. Oui, mais je suis parti faire un stage au départ là-bas, dans un labo qui s'appelait le National Biocomputation Center. On travaillait en partenariat avec la NASA et puis l'école de médecine de Stanford, construire des environnements de chirurgie virtuelle. S'il arrive quelque chose à un astronaute et qu'il faut l'opérer, tu es obligé d'avoir
un chirurgien à bord. Donc, nous, on fabriquait des outils à retour de force et puis à environnement virtuel pour pouvoir permettre aux chirurgiens de s'entraîner avant d'opérer la vraie personne. Donc, découper avec un scalpel virtuel, recoudre, toute la modélisation du corps humain, en fait. Ça, tu l'as peu raconté, non? Parce que c'est quand même très ultra pointu, quoi. Oui, c'est ultra pointu. Et puis, comme ça n'a rien à voir avec le covoiturage, c'est vrai que mais là quand je t'interviewe, je me dis, mais en fait, il aurait pu finir à l'Institut Pasteur, il aurait pu avoir des chemins très, très différents. Et alors après, comment se fait un petit peu la courroie? Comment tu bascules dans ce monde de l'entrepreneuriat, en fait? Alors, je pense que déjà, il y a une graine qui a été plantée quand j'étais à Stanford parce que j'ai vu beaucoup de start-up démarrer. Et puis j'ai vu aussi le démarrage de Google, parce que Larry Page et Sergey Brin, ils étaient sur le campus quand je suis arrivé, ils quittaient le campus et puis ils ont commencé à recruter tous les gens qui étaient dans mon master d'informatique, puisqu'ils s'étaient installés juste à côté. Alors voilà, justement, on est à l'école normale supérieure, 45 rue d'Ulm. C'est un endroit incroyable. Ça te paraît loin quand tu repenses à cette page de ta vie ou pas? Oui et non, parce que c'est aussi un quartier dans lequel je repasse assez souvent, à Normal Sup. J'y vais de temps en temps, j'y vais 1 ou 2 fois par an. Pour des événements en relation avec l'école. Donc le lien, il s'est fait, comme tu l'as dit, un peu avec la Silicon Valley, de ces boîtes qui sont très proches de ce tissu, finalement un peu science que tu avais à Stanford. Et de voir qu'une voie possible, quand on avait justement fait des études scientifiques, c'était d'aller créer une société. Ça, j'avais pas compris que c'était possible. En fait, ou peut-être que ça me paraissait trop lointain ou pas pour moi. Et là, j'ai vu qu'en fait, non, c'était des gens comme moi qui créaient des sociétés. Sachant que c'était moins en vogue aujourd'hui que par rapport à aujourd'hui, c'était pas la même réalité entrepreneuriale. Tout à fait. Ça avait rien de cool, en fait. En tout cas, en France, à l'école, c'était plutôt vu comme étant quelque chose d'extrêmement difficile, avec peu de retours, peu de chances de succès. Évidemment, il faut avoir une vision, mais il faut avoir la patience d'avancer vers cette vision-là. Et même si on voit la chose pas trop loin, en fait, c'est toujours beaucoup plus loin. Faut pas lâcher. Comment t'es venue l'idée finalement de ce Blablacar? Je devais rentrer pour les fêtes de fin d'année en Vendée depuis Paris. Tous les trains étaient complets, je m'y suis pris au dernier moment. Et donc j'ai fini par appeler ma petite sœur qui à l'époque habitait à Rouen et je lui ai demandé si elle pouvait me faire un crochet par Paris pour me récupérer. Et quand on est descendu ensemble sur l'autoroute A10, je vois un TGV passer, puis je dis à ma sœur, bon, tu vois là, il n'y avait plus de place dans ce train-là, tout était complet. Et puis en même temps, je vois des centaines de voitures quasiment vides rouler dans la même direction que le train. Je me dis, en fait, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein. Elles étaient pas dans les trains, plus dans les trains, mais elles étaient dans les voitures. J'avais trouvé une place libre dans la voiture de ma sœur, mais enfin, voilà, fallait connaître ma sœur, ça fait pas un service. Et donc je me suis dit, je vais créer un service pour trouver justement les places libres dans les voitures. L'idée ne m'a pas quitté, j'ai pas dormi pendant 72 heures en me disant, mais c'est tellement évident, tellement simple, tellement utile. Il faut le faire, quoi. Voilà. Quand je suis rentré en France, je bossais pour une société qui configurait des réseaux téléphoniques et de faire en sorte que tous les téléphones portables soient bien enregistrés sur les machines pour que quand on appelle tel numéro, on tombe sur toi et pas sur ton voisin qui pourtant a le téléphone qui est connecté sur la même antenne. De la NASA au téléphone, quoi. Tu étais toujours dans le lien sur comment l'univers, dans le voyage et la connexion. Et que tu as gardé après. Tu as trouvé le lien sur mon parcours. Alors donc le voyage avec la NASA. Et la connexion avec les télécoms. Voilà. Donc quand tu as l'idée quand même, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y avait un site qui existait déjà. Au début, il y avait surtout plusieurs endroits où tu pouvais trouver des petites annonces. J'ai eu l'idée, j'ai commencé à développer le code et puis ensuite j'ai racheté une URL justement qui s'appelait covoiturage.fr sur laquelle il y avait un étudiant qui avait commencé à développer quelque chose qui pouvait ressembler à une plateforme de covoiturage. Et ce que j'ai voulu faire, c'est en faire un moteur de recherche, si tu veux, comme tu trouves pour réserver un train. Et puis j'ai pu mettre tout le code que j'avais développé avec mon copain Damien au départ. J'ai commencé à coder avec lui. Justement un copain de prépa aussi d'Henri IV. On avait mis tout notre code sur cette URL là pour démarrer la mise en relation des gens qui voulaient faire du covoiturage. 2 ans après avoir commencé à développer covoiturage.fr à l'époque, je vais faire un MBA à l'INSEAD parce que je me dis, bon, j'ai des compétences techniques, technologiques, mais j'y connais rien. Oui, côté business, comment tu voulais fonctionne une solidifier. société, quoi. En entrepreneuriat, l'INSEAD était très très bien positionné avec des cours sur la manière avec laquelle tu crées une société pour que ça marche, avec toutes les dimensions. J'ai passé une année complète à utiliser au maximum le MBA que je faisais là-bas, à tester tout ce qu'il fallait pour que Blablacar fonctionne. Il ne s'appelait pas encore Blablacar, parce que le nom Blablacar, je l'ai trouvé bien plus tard. Ça s'appelait Commuto, et le site internet, lui, c'était covoiturage.fr, mais après, pour des raisons d'internationalisation et de mémorisation aussi du nom, on a basculé sur Blablacar, qui était très facile à retenir et qui amenait un sourire sur le visage des gens, donc c'était déjà à moitié gagné. Qu'est-ce qui a ensuite, tu dirais, accéléré le sujet ?
On voyait des gens qui utilisaient le service, mais on n'avait pas de modèle économique pour faire grandir le service. Pendant mes études à l'INSEAD, j'avais envisagé 6 modèles économiques. Malheureusement, j'ai dû essayer les 6 jusqu'à trouver celui qui marchait. Et celui qui marchait, c'était le plus dur à implémenter. Mais au début, pour essayer d'équilibrer le tout, on a vendu des plateformes à des entreprises. Mais ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain, parce que moi, ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Je recevais des appels d'entreprises qui me disaient « Oui, c'est très bien covoiturage.fr. Moi, j'aimerais la même chose, mais pour mon entreprise. » Au début, je répondais « Écoutez, c'est pas ce qu'on fait. » Puis après, comme le site grand public, j'arrivais pas à récupérer un seul euro du site. Au bout du 10e coup de fil, quand tu as une entreprise qui te demande de faire quelque chose. Oui, en mettant du budget, tu dis. Et là, tu dis d'accord. Au lieu de dire non, tu dis d'accord, combien? Implémenter un modèle économique, c'est compliqué. Alors, tu peux mettre de la pub, mais il faut vraiment avoir énormément de trafic pour que ça rapporte quelque chose. D'accord. Tu voyais pas monétiser la course comme à l'époque, un taxi, Non, voilà. Ça, c'était pas envisageable. Début, si, c'était envisageable, mais c'est très très dur à mettre en place. Maintenant, c'est beaucoup moins dur à mettre en place parce que il y a ce qu'on appelle notamment des PSP, donc des Payment Service Providers, qui te permettent de développer un système de paiement en ligne, notamment en allant jusqu'au paiement entre particuliers, parce que ça c'est très compliqué. Même le paiement en ligne était, si tu veux, développé, mais pas pour décaisser auprès des particuliers. Aller encaisser des cartes bleues, ça a été développé très très vite. En revanche, aller redistribuer de l'argent par milliers ou dizaines de milliers ou centaines de milliers de transactions par jour, ça demande une technologie un peu différente. Et maintenant, ça existe avec les PSP, mais à l'époque, il fallait tout coder soi-même. Et c'était quand même très complexe. C'était le modèle économique le plus complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Au début, c'est le B2B qui nous a permis de survivre, jusqu'au moment où on avait des revenus B2B aux entreprises qui montaient de manière linéaire et des coûts sur le site grand public qui montaient de manière exponentielle. Donc quand tu as des revenus linéaires et des coûts exponentiels, il y a un moment ça se croise et là ça fait très très mal. Parce que évidemment tu creuses chaque seconde qui passe. Donc c'est là où tu te dis l'idée a un potentiel, mais économiquement ça ne va pas être si simple. Donc on lève des sous il va falloir la vendre. C'était plus simple les lever à l'époque que maintenant, tu penses? Pas forcément. Tout a été dur en vrai. 10 fois plus compliqué qu'aujourd'hui. C'était plus compliqué. Ma première levée, alors d'abord, j'ai levé auprès de copains, j'ai rassemblé 40 000 euros. Après, déjà quand j'avais 150 000 inscrits, sur la plateforme, pas mal déjà, 150 000. J'ai réussi à lever 600 000 euros auprès de plusieurs investisseurs différents. Après, quand j'avais 400 000 inscrits, j'ai réussi à lever 1,2 million. Et puis après, la machine était partie, si tu veux. C'était un peu plus simple d'aller lever, mais les premières levées, ça a été très très dur. Tu as fait un paquet de levées, t'as dû. On a fait 10. Donc ça te prenait vachement de temps, ça. Oui, les levées, ça prend du temps. Le recrutement, ça prend du temps. Enfin, tout prend du temps. Mais on découvre qu'on peut travailler 90 ou 100 heures par semaine aussi, tu vois. J'ai fait une douzaine d'années comme ça, mais disons que c'est au moment où on a séparé les rôles justement entre Nicolas et moi, où c'est Nicolas qui a pris la direction générale et moi je suis président de la structure, ce qui fait que je ne suis plus dans l'opérationnel. Et là j'ai pu récupérer des nuits normales, on va dire. Parce que ça, j'ai lu que toi, ton kiff, c'était quand même ce côté faire croître une boîte, la strat, mais après de manager tout le morceau, c'est deux compétences c'est dur. très différentes. C'est des compétences différentes. Aujourd'hui, Blablacar, il y a 700 personnes. C'est vraiment beaucoup de monde à gérer, en plus avec 55 nationalités au sein des effectifs, donc c'est extrêmement varié. Comment tu as vécu ce cap parce que finalement c'est quand même assez spécial? En fait, tout ça, tu te rends pas forcément compte, dans le sens où tu fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et donc tu te retrouves à aussi faire parfois l'homme orchestre et parfois le chef d'orchestre, c'est pas pareil. Et c'est vrai que c'est deux choses différentes. Les deux sont durs. C'est aussi la problématique quand tu es entrepreneur, c'est toi qui te fixes les limites. Donc il n'y a jamais de limite. Dès que tu as fini quelque chose, tu as toujours une autre idée de ce qu'il faut faire. Donc tu es toujours dans le truc d'après et tu as toujours plein de choses à faire. Donc ça ne s'arrête jamais, sauf si tu décides toi que ça s'arrête. Avec une autre conscience en disant non mais là c'est pas possible, il faut que je dorme déjà. Et dans tout ça, qu'est-ce que tu as trouvé finalement qui t'a fait le plus plaisir et qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? Le plus plaisir, c'est de voir que ça marche. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de prendre un café place des Abbesses et qu'il y a 2 personnes qui étaient assises à côté de moi et 2 autres qui arrivent et qui disent qu'ils arrivent de Bruxelles, qui disent oh, on a trouvé un truc de dingue. Et ils décrivent le produit sur l'appli qui venait de sortir avec un enthousiasme hallucinant en vendant Blablacar aux personnes d'en face qui s'appelait pas encore Blablacar. Là, t'es en quelle année là quand il y avait tout cet engouement? Ça devait être à peu près vers 2010.
Et là, tu te dis, en plus, il était en train de montrer les écrans sur lesquels moi j'avais passé mes nuits, parce que je faisais le Photoshop et tout, enfin, tu vois, je te parle d'homme orchestre. Et là, tu te dis, ah oui, tiens, alors, là, il est très content, lui, je lui ai vraiment rendu service. Il a fait Bruxelles-Paris pour 20 €, il en revient pas, et il en parle à tous ses copains. Ah, ça, c'est bien. Donc là, tu vois qu'en plus, il y a le phénomène de bouche à oreille qui se met en place. Viral, hein. Ça, c'est un de mes plus grands plaisirs d'entrepreneur. D'ailleurs, tu avais tous les numéros, c'était connu pour avoir. Tu avais gardé longtemps tous les numéros des gens qui faisaient le covoiturage dans ton téléphone. Tu en avais un paquet. J'en avais 1500 dans mon téléphone. 1500. Mais je n'avais pas tous. Tu les rappelles? Tu ne refais pas des petits anniversaires maintenant? Non, tu les reconvoques? Mais parce que j'appelais souvent les covoitureurs pour justement savoir ce qu'ils pensaient du service, de la plateforme, pour l'améliorer. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ça, c'est être en contact justement avec les utilisateurs, c'est extrêmement important pour faire un produit qui fonctionne bien. Sur le côté humain, finalement, ce côté management qui est si important, d'emmener le bateau à bon port, qu'est-ce que tu as appris? Parce que ça, c'est un voyage aussi pour toi. Je dirais, non seulement évidemment écouter les gens, mais aussi savoir les placer là où ils sont les meilleurs. Et c'est pas forcément toujours là où ils pensent qu'ils doivent aller. Donc c'est à toi d'identifier où est-ce qu'ils vont être très bons. Et en fait, la boussole, c'est d'aller vers ce qu'ils aiment vraiment. Et c'est marrant parce que des fois, les gens veulent faire certaines choses, mais c'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus. Donc c'est à toi d'aller chercher, comprendre ce qui les anime vraiment, là où il y a quelque chose qu'ils adorent faire. Ah bien, et tu défriches, tu détectes le talent chez la personne. Et quand tu vois qu'ils adorent faire ça, tu leur dis, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là, parce que c'est là que tu seras le meilleur. Ah bien. Et parfois, bizarrement, les gens veulent faire autre chose que ce qu'ils aiment bien faire. Parce que, je sais pas, ils se disent, ça c'est une meilleure carrière pour moi, ou je suis attiré par ça, mais c'est en même temps un métier qu'ils n'ont jamais fait. Et puis si tu les mets dedans et que c'est pas forcément ce qu'ils aiment justement, ils vont se faner, ils vont pas aimer faire et puis ils seront pas bons. Donc le grand jeu, c'est quand même de réussir à placer les bonnes personnes aux bons endroits. Et toi, tu étais justement, parce que tu as dû en faire beaucoup d'entretiens, à quoi tu étais le plus sensible? Quelques-uns. C'était la passion, c'était le parcours, la cohérence, c'était les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent, ah oui. Ouais. Quand tu parles de quelque chose, tu vois à quel moment ça fait tilt, tu vois à quel moment la personne s'allume. Donc Fred, toi, après Blablacar, tu te consacres sur un nouveau projet qui est très important. Alors maintenant, il s'appelle Dift. Dift, ça veut dire don plus gift, mais qui est un cadeau spécial puisque c'est un don que l'on peut allouer à une association qui nous tient à cœur. Dans le domaine de l'environnement, du social, dépolluer les océans, ça peut être pour préserver une espèce de biodiversité menacée, pour ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, favoriser l'insertion par le travail. Il y a plein d'associations qui sont derrière et qui reçoivent le don. C'est un cadeau d'un nouveau genre. On a assemblé une petite équipe avec Georges, Nathanaël et Clara dans cette aventure. Maintenant, on a une équipe un peu plus grande autour de nous, une petite quinzaine aujourd'hui. Mais on a déjà 250 entreprises qui offrent des Dift à leurs clients et on a aiguillé 10 millions d'euros vers des associations. On a une centaine d'associations dans notre catalogue sur Dift qui permet de justement brosser l'ensemble des causes qui nous tiennent à cœur un petit peu tous. On implique énormément les marques qui elles-mêmes impliquent leurs clients dans le choix des causes. Puisque ce qu'elles font, c'est qu'elles vont allouer un budget, par exemple, elles allouent 10 000 ou 50 000 euros, et elles vont dire à leurs clients, on a ce budget-là, sur quelle cause vous souhaitez qu'on l'investisse? Les clients ont la parole pour aiguiller l'argent que les sociétés placent pour le bien commun. C'est vraiment ramener un peu la philanthropie en France, qui est peut-être c'est une nouvelle forme de philanthropie, ouais. Voilà. En France, c'était pas si développé que ça en fait, ce côté mécénat. On sait qu'en France, les dons représentent 8,5 milliards par an, les dons de particuliers plus les dons d'entreprises cumulés. Quand aux États-Unis, c'est 500 milliards. C'est moins dans la culture en France de donner parce qu'on a une culture dans laquelle on s'attend à ce que l'État fasse tout. Donc on se dit, une fois qu'on a payé nos impôts, on se dit ça y est, maintenant l'État va faire ce qu'il faut avec l'argent que j'ai payé pour mes impôts. Alors que c'est aux gens de jouer indirectement avec leur entreprise. Donc l'État ne peut pas tout non plus. Donc il y a la notion de prise de responsabilité aussi individuelle quand on voit des problématiques sur lesquelles on pense qu'il faut agir. Aux États-Unis, ils le font, y compris les milliardaires le font. Tu vois, la fondation Bill Gates, c'est 50 milliards. Qui sont alloués à la lutte contre la pauvreté, les maladies et aussi à la recherche de solutions contre le dérèglement climatique. Donc ça, les entreprises, n'importe laquelle, peut le faire, peut passer sur Dift exactement. Avec cette solution. C'est fait pour. Tu peux donner des petits exemples qui t'ont marqué, toi, oui, il y a des récemment? exemples, on le fait notamment avec Accor, sur leur programme de fidélité, Accor Live Limitless. Les clients d'Accor se connectent régulièrement. Ils ont la possibilité de transformer leurs points de fidélité
en dons à des assos. Les gens adorent. C'est une manière de rendre très utile, tu vois, les points de fidélité. Ok. Il y a No Plastic in My Sea, par exemple, qui retire du plastique des océans. La Sauvage qui reforeste des endroits pour réattirer aussi une forme de biodiversité plus développée, donc avec des zones très larges. On a aussi monté une opération avec la FDJ qui s'appelle Mission Nature, qui aiguille plusieurs millions d'euros par an vers des projets de préservation de la biodiversité. Plein de sociétés qui utilisent le DIFT comme cadeau de fin d'année auprès de leurs partenaires ou de leurs clients, parce que c'est un cadeau très facile et qui fait plaisir. Pour les CE, ça peut aussi servir pour les CE, ça peut servir pour les entreprises qui offrent à leurs clients et partenaires des cadeaux de fin d'année, parce que c'est digital, c'est instantané et c'est plein de sens. Il y a un échange qui se fait entre la personne qui offre le DIFT et la personne qui le reçoit. Donc il y a des échanges possibles en disant merci Alexis, grâce à toi j'ai pu soutenir tel projet. Généralement les gens vont expliquer aussi pourquoi ils le font. Ils vont dire moi j'ai soutenu de retirer le plastique des océans parce que je suis très sensible, je suis né au bord de la mer, voilà, ça me chagrine évidemment cette pollution-là. Donc ça rentre sur un terrain assez personnel, ça crée des relations, ça renforce les relations entre les personnes dans le milieu professionnel et ça crée un dialogue d'une autre nature. Donc c'est vraiment ta fibre d'engagement s'est développée tout au long de ton parcours. Le covoiturage, il y avait cette utilité que tu as rendue, en plus avec un enjeu intéressant sur l'environnement. Et maintenant, ce que tu es en train de faire avec DIFT. Oui, parce que Blablacar permet l'économie de 2 millions de tonnes de CO2 chaque année. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. D'accord. Ça, tu l'avais vu venir quand tu avais créé Blablacar, ou tu avais vu venir tout de suite aussi plus que vu venir, c'était une grosse motivation pour moi de me dire je vais aider à diminuer un petit peu ces émissions de CO2. Sachant qu'évidemment, dès que tu mets 2 personnes par voiture au lieu d'une, tu fais des économies d'énergie et donc de pollution. Et c'est là où c'est ce qui fait marcher le tout aussi. Tu fais des économies d'argent tout court pour toutes les personnes qui covoiturent parce qu'on partage les frais. Tu consommes moins d'énergie, moins d'essence surtout. Et tu pollues moins du coup puisque tu diminues évidemment la facture énergétique. On vit tous dans le même bateau et c'est un des challenges qu'il faut qu'on relève dans les années qui viennent. Des règlements climatiques nous emmènent dans une direction non seulement inconnue, mais probablement assez chaotique. 2 mots alors sur France Digital. Donc c'est une fonction que tu as pris maintenant de président de France Digital, je crois, co-président. Disons que j'avais participé à la fondation de France Digital il y a une douzaine d'années. Je suis co-président entrepreneur pour France Digital, qui est une association qui œuvre beaucoup pour aider les startups, tu sais ce que c'est, créer une société, on se retrouve assez souvent seul. D'avoir un peu de lien, quoi. Voilà. Et moi d'ailleurs j'adore le fameux FDD là au musée des Arts Forains, je le fais depuis 4-5 ans, c'est un des rendez-vous que je préfère, donc franchement bravo parce que le FDD c'est la journée annuelle de France C'est Digital. un événement qui est très rassemblé fort. 4000 entrepreneurs et investisseurs, c'est une très bonne occasion pour échanger avec d'autres entrepreneurs, mais aussi pour rencontrer des investisseurs qui peuvent financer ton projet. Avec les Speed Meeting Sessions où tu rencontres les invests, chaque année je le fais. Et cette année, j'ai trouvé un petit frémissement. C'est-à-dire que moi, mon ressenti par rapport à l'année dernière où j'avais trouvé les gens un peu en dedans, genre c'est moins la fête qu'avant. Cette année, je sais pas pourquoi, j'ai senti. Tu as senti comme moi, un petit clic, un petit déverrouillement, comme si peut-être ça va quand même repartir un peu, quoi. C'est surtout l'optimisme entrepreneurial qui reprend le dessus. Comment tu interprètes ce truc un peu de conjoncture où la tech, à un moment, ça a été un peu crispé, puis là, c'est surtout qu'il y avait une telle accélération en 2020-2021. La baisse qu'on avait eue, c'était simplement un rattrapage par rapport à des années un petit peu d'accélération folle liée au Covid qui a démultiplié l'impact et la raison d'être de solutions de télécommunication notamment. Parce que comme on ne pouvait plus se déplacer, il fallait bien qu'on communique quand même entre nous et là, les solutions de télécommunication ont été boostées. C'est sûr. Tu vois comment les enjeux là, des mois à venir, c'est sur ce monde du digital, ça va être quoi? De recruter des gens très spécialisés, les nouvelles générations? C'est toujours le même emploi, parce qu'on est encore dans une logique où c'est très dur de recruter. Faut construire un savoir-faire national sur toutes ces technologies-là. Donc il faut non seulement avoir les bonnes formations, mais aussi les bons financements pour réussir à attirer les meilleurs talents dans une société et en même temps créer ensemble le futur de tout l'écosystème. Donc c'est un beau challenge. Mais Paris, ça devient un hub très important quand même. En Europe et dans le monde, on devient quand même une super place. Oui, parce qu'il y a eu aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure de milliardaires qui font des investissements qui aident un petit peu tout le monde. Xavier Niel, il a vraiment bien contribué avec École 42 en premier, avec ensuite Station F, tu vois,
Enfin, Station F, c'est quand même le plus grand incubateur mondial de start-up. Et c'est à Paris. Ça foisonne d'idées, de projets, de talents, y compris de talents internationaux. Donc oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses extrêmement positives qui se passent à Paris. Bon, bah écoute, parfait. Alors on a un invité qui va venir. Je vais lui dire bonjour quand même. On va saluer, ouais.